Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Je suis Adrien. C'est aussi simple que ça. C'est tout simple, ouais. C'est ton premier clap. C'est un premier clap. Alors. C'était la toute première fois que je faisais Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, hein. Et se sentir un petit peu enregistré et tout, là. J'essaie de les caméras. Ah, ça va aller. Ouais. Ça va aller, ça va être Je cool. suis très content en tout cas d'être Bah ouais, là. également, merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir. Donc, c'est quoi Tech Rex? TechRex. Ça veut dire quoi, ça? TechRex, c'est notre petite peluche, notre mascotte chez Sofastar. Ah, d'accord. En fait, on a tout un mouvement national pour essayer de fédérer les communautés locales, les passionnés de tech. Et il fallait qu'on se trouve une identité propre pour faire vivre la tech un petit peu. Pas se séparer complètement de la marque Soprastaria, Non, bien mais sûr, avoir une identité un truc tech un peu plus à vous, on va dire un peu Exactement. plus communautaire. Ok, d'accord. TechRex, notre petite mascotte, c'est un petit dinosaure. Hein, C'est un petit nino. Ok. Voilà. Bon, Ils sont là. Adrien, c'est quoi ton métier? Je suis architecte IT. Architecte IT, d'accord. Voilà. C'est pas ce que j'ai toujours fait. Non. Non, je suis arrivé récemment. C'est architecte IT junior, on va dire. Ouais, bon, c'est pas très grave, hein. Il Faut faut bien bien. commencer un jour. C'est exactement ça. Ok. Et ça fait 12 ans que je travaille dans la tech. Ouais. Je suis arrivé d'abord en tant que développeur Java. J'ai fait de l'ETL aussi sur du talent. Ok. Je suis parti en Inde à cette occasion-là. J'ai pu travailler avec des Indiens pendant 3 mois à distance. Et après, j'ai fait un petit peu aussi de réalité virtuelle D'accord. sur l'Oculus Development Kit à l'époque, avec des moteurs de jeu Unreal Engine 5 qui venait de sortir, Ok. Unreal Engine 4. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu à mes amours du Java. Je suis revenu en tant que dev Java. Tech lead un peu, team lead Java Ouais. pour des clients dans la banque. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a dit de revenir un peu plus dans la tech? Il y a un manque? Il y a eu quoi? À chaque fois que je me suis éloigné du dev, j'y suis revenu. Ouais. D'accord. C'est C'est un aimant? Ouais, à chaque fois je suis recapté par le développement. Je trouve que dans le développement, il y a ce côté boucle de rétroaction, tu codes, tu vois le résultat, tu modifies. C'est hyper stimulant. Ouais. J'ai beaucoup besoin de cette boucle de dopamine et de résultats, et je peux passer des heures comme ça à coder. C'est sûr qu'à chaque fois, je me suis un petit peu éloigné de la technique, je suis revenu. C'est revenu. Même quand j'étais dans des rôles de coach, agile ou Scrum à côté, je faisais du dev. En plus... Et ça vient d'où? T'as fait quoi comme études? Et si tu peux l'expliquer, comment t'es arrivé à faire ces études-là? Ça vient de où? Parce que quelquefois, on me raconte que c'est le parrain qui avait un PC, ou c'est papa qui était en train de faire des composants électroniques. Enfin, tu vois, souvent c'est ce genre de choses. Ça vient d'où chez toi? Alors, C'est pas du code, du dev. Moi, j'ai découvert ça assez tardivement. D'accord. Quand j'étais en prépa, ça devait être en 2010, 2011, j'ai commencé à faire un petit peu de C via le site du Zéro. Ah oui. Et j'ai commencé par du C, j'ai appris les développements comme ça. Je me disais, tiens, j'ai entendu parler du site du Zéro. Je me suis formé en autodidacte au C. Ouais. Et après, quand j'étais en école d'ingé, c'était une école d'ingé généraliste, donc il n'y avait pas spécialement du dev, mais j'ai pris les électifs un peu plus développement. D'accord. Et je me suis spécialisé en fait en dernière année en architecture entreprise. C'était ce qui se rapprochait le plus des aspects IT. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéressait énormément là-dedans, c'était le mélange de la technique. On parle de la transformation d'un SI, mais aussi tous les aspects organisationnels et la combinaison des deux, l'imbrication des deux. Ça te plaisait bien, ça. Donc j'ai passé ma certification de TOGAF à ce moment-là, en tant qu'architecte d'entreprise. Et par contre, dans tout ce que j'ai vu de TOGAF, je voyais que c'était un cycle finalement où les architectes sont au service des projets IT. Et je me suis dit, j'ai envie d'abord de voir comment les projets IT ils fonctionnent. Ok. Donc je me suis formé pendant mon école d'ingé au Java, en autodidacte. Et après, j'ai démarré en stage et en alternance, en fait. Ok. Et c'est là que tu es rentré dans le dur. Voilà, et là, j'ai découvert le monde du professionnel, j'ai découvert que je ne savais rien du tout faire en Java. Je ne connaissais même pas le SQL quand j'ai commencé. J'ai appris le SQL pareil sur le tas, donc j'ai appris énormément sur les premières années. Dès que j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose, par exemple le talent, on m'a dit tiens, il y a du talent à faire. J'ai dit ok, je fais. Donc dès qu'on m'a proposé quelque chose, j'ai jamais refusé en fait. Ok. Donc c'est pas forcément un bon conseil, mais moi ça m'a bien servi en tout cas au début. De dire, dès qu'on vous propose quelque chose, allez-y, quoi. Foncez, vous allez découvrir des choses. Et plus tard, quand vous serez expérimenté, il faut apprendre à dire non. À l'inverse, il faut apprendre à refuser. Mais en tout cas, en début de carrière, je trouve que ça m'a en tout cas bien réussi de dire oui à tout ce qu'on m'a proposé. Ok, c'est clair. Donc, architecte IT, Oui. t'envoies des vertes et des pas mûres.
Oui. Et allez, un truc rigolo là dernièrement. Quelle aberration tu as vu dernièrement? Généralement, les architectes ont toujours un petit truc comme ça. Ah, j'ai pris un petit peu au dépourvu. C'est vrai qu'on en voit on en voit des pas mal. Tu peux aller de la faille de sécurité à 19 BDD mal foutu. Ouais, bah en faille de sécu, c'est vrai qu'on en trouve toujours. Il y a toujours dans un SI la petite application de PHP qui a été développée par un prestataire, qui est parti et qui vivote là. Donc, Et c'est le point noir du SI. Ouais, à chaque fois qu'il y a un bug bounty ou un truc, là, c'est elle qui est en plein dedans. À chaque fois, on appelle. Alors ça, c'est un peu le souci et qu'on retrouve souvent. C'est un truc qui colle souvent. Dès que tu commences à lever la main pour dire tiens, mais moi je sais faire du PHP juste parce qu'il faut aider et il faut dépayer tous les trucs, derrière, tu es l'expert PHP. Donc oui, ça, il faut se méfier. Autre conseil, ne le levez pas trop vite là. Hein. Donc cette fameuse application là, PHP, sur laquelle je suis régulièrement mobilisé pour corriger, pour colmater les brèches. Ok. Mais ouais, donc ça, dans tous les SI, elle existe, Ça cette application-là. truc. On a du mal à l'enlever parce qu'elle fait un truc assez critique en fait et on ne peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever comme ça en tout cas. Il n'y a pas le budget pour la refaire. Donc bon, voilà. Pour l'instant, c'est statu quo, ça vivote et puis on fait avec. Tout à fait. Pour toi, quelle est l'innovation qui devrait être installée ou en tout cas qui devrait être pratiquée dans les systèmes d'information actuels? Ou en tout cas, qu'est-ce que toi tu pourrais préconiser pour rentrer dans la pérennisation d'un système d'information? Ce que j'ai jamais mis en œuvre mais que j'aimerais bien mettre en œuvre, je pense à la valeur, c'est tout ce qui est chaos engineering. D'accord. Surtout qu'on est sur des énormes systèmes distribués aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de SI qui se construisent comme ça. Il y a beaucoup d'applications qui, de facto, choisissent des architectures, par exemple, microservices distribués. Oui. Et ça nécessite d'avoir une culture de la résilience que souvent on n'a pas quand on vient du monolithe ou que même naturellement, en fait, on n'a pas. Et donc, pour moi, la meilleure façon de travailler la résilience dans un système, c'est soit avec des scénarios d'imaginer avec juste un paperboard, ok, si j'enlève cette brique-là, comment ça réagit, qu'est-ce que je veux avoir comme comportement. Donc de se poser en équipe face à un système, à la représentation d'un système et barrer des trucs, je dis tiens, j'enlève ça, comment ça va fonctionner, c'est quoi le mode dégradé. Okay. Ou alors j'ai jamais essayé, je sais que Netflix a développé une partie avec les Chaos Monkey, de libérer ça sur un SI. Je pense qu'il faut être... Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de derrière passer quelques jours à remonter tout le système. Mais je trouve que ça apporterait, ça apporterait quelque chose de clairement. Flagrant. Ok. Et alors pour essayer d'inspirer les plus jeunes d'entre nous et ceux qui nous regardent, architecte IT, ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute dans le métier pour dire allez vas-y 3 tips qui te permettraient d'arriver à ce rôle-là, à ce métier-là et qui donneraient aussi envie de l'exercer? Alors deux ça marche aussi. Conseils, mais en tout cas naturellement il faut une curiosité pour énormément de sujets. Faut pas forcément être expert d'une techno. Exactement. Moi ce que j'aime bien dire à mes jeunes débutants, c'est démarrez par une expertise sur un sujet. Voilà, ok, d'accord. Faites votre socle. Ça peut être en Java, ça peut être choisissez un langage, mais pour apprendre, effectivement. Et allez-y à fond sur celui-là. Challengez-vous sur votre connaissance réelle que vous pensez avoir, par exemple, dans la maîtrise de Java. C'est quand même, en fait, très, très vaste. Oui. Donc, il faut se challenger et apprendre. Et ça fait un socle. Je trouve que c'est un pilier, déjà, qu'il faut avoir, qui doit être solide, et qui amène la légitimité derrière, qui permet aussi de parler à d'autres plus expérimentés, parce que ça montre un intérêt. Et en fait, c'est là où tu peux engager pour moi la discussion avec les autres personnes, et dire une forme de reconnaissance quand même entre tech, de dire lui, il est allé plus loin que ce qu'il a eu besoin de mettre en œuvre. Donc en fait, le jour où il sera face à un problème très complexe, il va pouvoir puiser dans tout ce savoir qu'il a accumulé sur son langage. Donc ça, c'est le premier truc pour moi, il faut avoir un pilier solide. Et après, effectivement, il faut commencer à en développer d'autres. Un deuxième. Donc au-delà de la technique, c'est quoi les autres piliers? Ça peut être un deuxième langage. Ça, c'est toujours bon à apprendre. Pour moi, il faut souvent un langage de développement et un langage de productivité. Okay. Ça peut être le même, mais il y a souvent besoin de faire des petits scripts pour faire des petites tâches automatisées. Moi, je le fais souvent soit en Shell, soit en JavaScript. J'aime bien le faire aussi en JavaScript. C'est à la fois mon langage de développement, finalement, et mon langage aussi de productivité. D'accord. Facilement faire des petites moulinettes. En plus, aujourd'hui, avec les IA, c'est assez facile d'en créer. Et donc, il faut vraiment avoir cette idée de productivité sur tous ces petits sujets-là. Qu'est-ce qu'on peut développer comme autre pilier après? C'est les aspects méthodologiques. Bon, on va faire un peu d'agilité, c'est mis vraiment dans le rôle d'un Scrum Master, essayer d'organiser une équipe, d'organiser le travail, d'amener une équipe à s'auto-organiser. Je trouve que c'est des compétences qui sont très précieuses dans une équipe.
Et aujourd'hui, je ne dissocie pas forcément le rôle de Scrum Master d'un rôle de Tech Lead. Pour moi, j'aime bien d'ailleurs avoir un Scrum Master qui met les mains dans le cambouis, D'accord. qui est capable de piloter à la fois ses aspects vraiment organisationnels et ses aspects techniques. Je trouve que ça apporte vraiment de valeur de combiner les deux rôles. Donc ça peut être ce genre de compétences développer. Donc développer toujours plus de jambes. Au début, avoir un socle solide, puis développer toujours de plus en plus de jambes. Et à chaque fois qu'on développe une nouvelle compétence, c'est un pont qu'on fait vers les autres. Et quand on est architecte, en tout cas, on ne peut pas se permettre d'ignorer un interlocuteur. Et c'est l'architecte de faire le premier pas. Donc en puisant dans ses connaissances, dans sa curiosité, il y a un autre pilier pour moi qui est fondamental, c'est la sécurité. Aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté. Donc s'il y en a un pour moi qui a développé au moins la sécurité applicative, mais même après, à une plus large échelle, la sécurité d'un système d'information. Et après, encore un autre pilier qui est intéressant à développer, c'est un peu une culture du développement logiciel, du software. On parle beaucoup de craftsmanship. C'est une approche au développement logiciel qui est précieuse. Oui. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent, c'est très méta sur la profession. Et ça apporte énormément de choses, beaucoup de recul sur comment bien faire les choses. Et c'est aussi un autre rapport au logiciel, c'est pas juste quelque chose de jetable. Il faudra voir comment ça évolue ces pratiques-là avec l'arrivée de l'IA. En tout cas, je pense pas que le craft va disparaître du tout. Ça va être réservé plutôt à certains domaines, je pense, tout spécifiques. Et on va peut-être avoir un logiciel consommable à côté, renouvelé peut-être souvent au niveau. Ouais, on a expérimenté ce genre de choses et c'est pas encore. Alors pour tout ce qui est répétitif et chiant à mourir, ça, pourquoi pas. Maintenant, on n'est pas encore à faire des algos de malade et à avoir cette philosophie, parce que le craftsmanship, c'est une philosophie aussi à avoir, c'est un état d'esprit. Et donc, à commencer par les tests, ça, l'IA, pour l'instant, il ne sait pas le faire. Oui, c'est ça. Ça va être assez intéressant de voir comment la communauté craft va s'emparer de l'IA et comment eux, ils vont l'utiliser. C'est un outil. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des choses en modernisation applicative. C'est hyper intéressant d'avoir de l'intelligence artificielle. Si tu arrives sur un patrimoine, il y a 0 test. Tu peux l'équiper avec des tests, tu peux l'équiper d'un filet de sécurité qui n'est pas de grande qualité. Et c'est très fragile, les tests, dès que tu vas faire une modification, ils vont peut-être péter. Mais au moins, tu as ton filet que tu ne pouvais pas faire avant ou qui consommait énormément de temps à créer. Donc voilà, il y a plein de nouveaux usages qui sont intéressants hors dehors du craft. Et après, au niveau de l'IA, des choses qui vont être intéressantes, c'est comment tu commences à intégrer des LLM dans des applications en tant que l'un des services de l'application et de faire des architectures aujourd'hui qui vont consommer du LLM. On parle d'IA agentique, des choses comme ça. Tout à fait ça. Passionnant, je pense. Le MCP, le modèle Context Protocol qui est sorti là, en ce moment, c'est très difficile à suivre l'IA. C'est constamment, ça bouge constamment. C'est bien de venir à des événements comme cela. Le DevLead, ça permet justement. Et ben c'est parfait, tu enchaînes sans une question. C'est ton premier DevLead ou t'es quelqu'un d'habitué à la communauté tech lilloise? C'est mon deuxième DevLead. D'accord. On était là l'an dernier aussi en tant que partenaire de l'événement. Et après, en termes de participation aux communautés, j'ai déjà fait des meet-up, des DevOps. En fait, j'ai fait des DevOps, avant de faire des DevLead finalement. J'ai eu l'opportunité d'en faire quelques-uns. Et ça, c'est vrai que c'est très précieux en termes de veille sur 2 jours. Tu gagnes plusieurs mois, je pense, de veille individuelle en venant. Et puis, il y a tous les échanges, encore une fois, qu'il y a autour des pratiques. Et on se rend compte, parce qu'on peut, quand on est dans le quotidien aussi, quand on est dans le monde professionnel, il y a évidemment des sortes de rivalités entre les entreprises. Elles disparaissent complètement quand on est dans ce genre d'événement. C'est génial. On voit en fait une grosse communauté tech. C'est ça. Et ça c'est beaucoup de bien de voir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand encore que son entreprise. Super. Bah écoute Adrien, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ton expérience et aussi ton vécu sur le salon de DevLead. Merci beaucoup. Allez, merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.